15 décembre 2009. Car c'est ainsi, 9e partie. Le passé, c'est du présent qui se contracte sous l'empire de la mémoire. Comment expliquer autrement ces images, ces instants, ces visages, ces scènes qui affluent soudain à mon esprit, jeu de miroir entre oubli et ressouvenir? Camus se tient ainsi au milieu de minutes insignifiantes, liées à mon service militaire. Mes classes terminées, le colonel m'avait fait 2 cadeaux, en me nommant bibliothécaire du régiment et en m'envoyant apprendre la reliure à Marseille. Pareille faveur, j'étais sûre de les devoir aux livres que je ne manquais pas de serrer sous un bras, qu'il s'agit des évangiles ou du Coran, lors des rassemblements de la compagnie. Le plus étonnant, c'est qu'il ne m'en fut jamais fait grief. On se contentait de me regarder de loin. Oserais-je ajouter que l'annonce de cette double nomination s'acheva chez le colonel par une scène de comédie? Sous l'effet de la joie, je pris congé, non en claquant les talons et en saluant, mais en m'inclinant et en ôtant mon calot. Le livre, à l'évidence, devenait ma patrie. Que pouvais-je souhaiter de mieux? Sans compter qu'une surprise m'attendait à une prochaine permission. 2 gros colis en provenance des éditions Gallimard. Les 2 étiquettes étaient de la main de Camus, sans qu'une lettre accompagnait l'envoi. Sans doute désirait-il ainsi contribuer de manière indirecte au remboursement de ce billet de train que je lui avais refusé. Tel fut le départ de ma bibliothèque. Mais c'est peu dire que de s'en tenir là. Un fait n'est rien s'il ne se métamorphose en signe ou au mieux encore en symbole. Le choix qui avait prévalu à cet envoi, j'y vis une sorte de maïeutique à distance. De même que le « croyez-vous en Dieu ?» n'était qu'une question, celle-là même qu'un maître pose à son disciple pour l'amener à s'exprimer et à s'ouvrir à soi-même. De même, tout livre révèle à son lecteur, s'il est bien choisi, une part de lui-même. Non pas une part d'ombre, mais une part laissée dans l'ombre. Aux Sozes, Babou avait raison. Il faut être en toute plénitude ce qu'on devient à chaque instant. Quant à savoir qui l'on est, peut-être le saura-t-on à la dernière minute, puisque jusqu'à son ultime souffle, ses manières de parler, l'être ne cesse d'aller d'inspiration en expiration, d'inspire en expire, de naissance en mort, puisant dans cette respiration la force de vivre, et, s'il en prend vraiment conscience, l'angoisse de mourir. La bibliothèque des soldats, car il y avait aussi celle des officiers, m'apportait de grands enseignements. Les hommes étaient nombreux à venir. Lisaient-ils? Ils trouvaient en tout cas un lieu où se réunir, où échanger, où se détendre. J'étais heureux que ces bonnes dispositions puissent s'épanouir entre des rayonnages qui sentaient le vieux papier et le tabac refroidi. Était-ce la présence des livres? Les voix baissaient, les rires se faisaient discrets. Nulle contrainte, mais un accord tacite. À cette époque-là, la culture était respectable. Sur les 1000 hommes que comptait le régiment, un seul était illettré. Nous l'interrogions avec curiosité. Comment pouvait-il compter, connaître le jour que nous étions, se guider dans une ville suivant le nom des rues? Bref, nous jouions avec lui aux anthropologues, aux ethnologues, aux découvreurs de terres inconnues. Ce bon garçon avait réponse à tout, tant et si bien que, pour finir, nous ne savions plus qui, de lui ou de nous, détenait le vrai savoir. Pis même, il me parut que ce qui nourrissait mes pensées pouvait très vite encombrer mon esprit, si je n'y prenais garde. Un soir, survint un grand escogriffe. Comme il venait pour la première fois, il dut remplir une fiche. En lisant qu'il se nommait Paul Verlaine, aussitôt je me dressai et me présentai sous le nom d'Arthur Rimbaud. Le soldat haussa les épaules. « Moquez-vous, me dit-il, amer et désabusé. Celle-là, on avait dû la lui sortir 100 fois. Il se préparait à partir pour l'Indochine avec le corps expéditionnaire. Je m'en étonnais.
La réponse claqua. Trop belle, trop rapide, trop assurée pour être vraie. Avec un nom pareil, écrasé par un sort contraire, le grand escogriffe obligé qu'il était, avec son visage fripé et son regard perdu, de supporter les remarques ironiques. Pauvre garçon. Je me dis qu'il était né trop tôt. Aujourd'hui, son patronyme n'éveillerait plus aucun écho. Il avait lu Camus lui aussi. Jusqu'à son embarquement, nous avons partagé cette commune admiration. Je vivais alors en dehors du temps réel. L'amoureux ne connaît-il pas, au plus vif de son élan, un décalage entre son imaginaire et ses activités ? Épris d'un écrivain, d'une œuvre, d'une pensée, au choix, j'étais tout bonnement amoureux de moi-même. Cet état second, voilà que, au fil du temps, une lettre de Camus le relançait, puis une autre lettre, si ce n'était un article de lui ou une nouvelle qui le concernait. Il y avait quelque chose de religieux dans mon attitude, bien que je me tinsse éloignée des autels. À la lettre, j'avais sacralisé cette relation. Je devenais odieux, et même ridicule.